好老實講咧，我唔係初就對法國巴洛克音樂有興趣嘅。咁我係喺地球嘅另一邊，作為一個現代人，要理解300年前同埋嗰一個地方嘅文化，而我又唔係講緊佢嘅語言咧，咁一定係好多障礙嘅。La musique baroque française est très particulière et elle était déjà considérée comme telle à l'époque parce qu'elle est, à mon avis, essentiellement liée à sa langue. Et la musique récupère toutes les formes d'accentuation, les formes de phrasé de la langue française. En France, quand vous voulez déclamer, il y a ce qu'on appelle l'accent d'insistance. Il vous oblige à accentuer au début des mots. Et donc vous ne dites pas l'amour, mais vous dites l'amour. Vous ne dites pas venez, mais vous dites venez. Et donc, ce faisant, vous êtes obligé d'accentuer d'un point de vue musical sur les levées. Et c'est à ça qu'on reconnaît de la musique française, vraiment française, c'est que la musique fait papam, papam. Et que toutes les musiques étrangères font toujours papam, papam, en accentuant sur les temps. On est proche vraiment de tout ce qui fait la nature humaine, à la fois son système d'expression, la parole, mais aussi son rapport à la nature, par exemple la longueur des respirations. Vous n'aurez jamais des phrases qui sont très longues et on a un problème pour respirer. Voilà, donc là, ça m'a coûté de jouer tout comme ça, parce que c'est vrai qu'en musique française, on va travailler sur l'idée de l'inégalité. C'est pas que jouer avec un rythme pointé, c'est parfois tenir certaines notes pour avoir une note moins forte qu'une autre, etc. Mais donc, on va plutôt essayer de faire ça. C'est Couperin qui le dit d'ailleurs dans la préface de L'art de toucher le clavecin. Il dit « Le problème de la musique française, c'est qu'on ne doit pas faire ce qu'il y a d'écrit ». Lui-même dit « Si on prend une partition de Vivaldi, on joue ce qu'il y a d'écrit et on a exactement ce qu'on doit entendre. Si on prend une musique française et qu'on joue ce qu'il y a d'écrit, on n'aura pas ce qu'on veut entendre. » Et tout ça est lié surtout à la question de l'éloquence, parce que pour être éloquent en musique française, il faut l'être dans la musique comme on le serait dans la déclamation d'un texte. Et ça revient au système d'accentuation. Et ces accentuations, c'est toujours le fait de faire sonner les levées. On génère par exemple une inégalité qui fait qu'au lieu de dire « Dieu vengeur », vous allez dire « Dieu vengeur ». Vent est accentué, raccourci, et donc vous avez une inégalité qui fait pam, papam, alors que sur la partition, c'est écrit pa, pa, pam. Dans la danse, on va faire exactement la même chose. Je suis tout le temps en train de dire à mes danseurs, ne soyez pas mesurés, au sens où, bien sûr qu'il faut danser en rythme, mais il faut remplir la mesure avec nos pas, en changeant parfois nos élans, travailler sur un équilibre et oser prendre le risque d'aller jusqu'au bout de la mesure, d'être en équilibre pour oser le déséquilibre. Donc j'ai utilisé le pas grave qui donne du poids, qui me demande de relâcher le poids dans le sol. Je me suis un petit peu appuyé à un moment où j'ai eu cette sensation que toi aussi tu me donnais du poids. Et le pas de bourré qui donne une dynamique qui a besoin d'un élan. Voilà, quand tu repartais avec des diminutions et rien, pas. Et le pas de bourré emboîté qui pourrait correspondre à une sorte de révérence, de salut. Mais tous ces éléments-là, on les a dans l'interprétation, on les a déjà dans la musique. C'est-à-dire que nous écrit noire longue, courte noire longue. Donc là déjà on a cette indication-là. On a de savoir, j'ai un temps fort, j'ai un temps avec du poids, et puis effectivement j'ai un troisième temps qui n'existe pas, qui est en l'air et qui revient.
Et tout ce petit jeu-là, c'est vrai que pour nous, c'est génial de le voir avec la danse. C'est primordial pour nous de sentir à notre instrument ce qui va être de l'ordre de je suis ancré, je suis tard, je suis tôt. Et ensuite, c'est ce qui est génial à l'opéra, je trouve, c'est de faire vivre ça à un orchestre. La musique baroque française est fondamentalement liée à l'être humain, à l'homme dans tout ce qu'il a de plus physique et charnel. On a le côté chorégraphique, la danse, qui est en fait tout bêtement liée à la gravité, puisque quand vous sautez en l'air, vous retombez à une vitesse précise. Et donc la gravité impose une forme d'écriture musicale qui soit liée à la notion de masse, de hauteur et de force. Donc ça, c'est notre 4e position en danse classique. En effet, tu as raison. C'est la 4e position en danse classique, mais c'était déjà la 4e position à l'époque de Louis XIV. C'était ce qui conférait à l'élégance à la française. Un honnête homme, en France, se devait de se positionner dans une sorte de 4e position avec une petite torsion du haut du corps. Opposition. Voilà, la fameuse opposition. La musique et la danse ont toutes les deux des fonctions politiques, bien sûr. La danse en particulier, c'est un exercice pour les princes et notamment pour le roi de France qui montre qu'il est capable de maîtriser son corps. Or, on estime à l'époque que si l'on veut pouvoir tenir les rênes d'un gouvernement, diriger un pays, la première chose, c'est qu'il faut savoir s'occuper de soi et donc régler son corps et dominer son corps. Et pour dominer son corps, il y a plusieurs exercices qui peuvent en témoigner et le principal, c'est la danse. Et donc la danse n'est pas du tout un divertissement d'agrément à l'époque, mais c'est au contraire un geste fort, un geste politique qui donne au roi sa légitimité sur son peuple. Ce qui se produit assez vite, c'est que la danse française va devenir très théorisée et on va même avoir un système de notation qui s'appelle la notation feuillée à la fin du règne de Louis XIV qui permet de conserver la trace des chorégraphies. Or, aujourd'hui, d'avoir ces chorégraphies notées nous permet de comprendre quels sont les tempi et les carrures des danses françaises et ça nous permet de savoir exactement comment on les interprétait. Grâce à ces partitions chorégraphiques qui sont en plus évidemment en rapport avec la musique puisque vous avez la ligne musicale ici qui correspond exactement à chaque mesure. Les barres de mesure sont ici. Donc on sait que là on doit faire ce pas-là sur la première mesure. 1, 2, 2, 2, 3, 2 et 4, 2 et 5, 2 et 6, 2 et 7 et 2 et 8. Ce qu'il faut savoir, c'est que la danse baroque, finalement, est l'ancêtre de la danse classique. Donc la danse classique, c'est l'évolution, tout simplement, de la danse baroque, avec des pas qui vont disparaître, des pas qui vont être recréés, qui vont évoluer de façon différente. Et c'est vrai que une des plus grandes différences pour moi, c'est les bras. Il y a vraiment des particularités que l'on ne retrouve plus finalement dans les positions classiques. Est-ce qu'on a des traces et des écrits par rapport à ça, comme pour les pieds? Mais écoute, heureusement oui. Alors je vais tout de suite te les montrer. Donc c'est vrai qu'on a ce fameux traité, Le Maître à danser, de Pierre Rameau, qui a été publié en 1725. Et donc il va nous parler du rond de poignet et le rond du coude, en partant du coude de l'avant-bras. Moi je pense qu'il y a deux influences qui ont permis ces bras, c'est l'escrime, mais c'est aussi peut-être l'envie de ponctuer musicalement des choses. Parce qu'en fait, le fait de faire un rond de poignet, ça donne un dynamisme à la danse. Oui. Tu vois, selon les musiques. Puisque, à l'époque, le lien entre la musique et la danse était extrêmement important. Souvent, on faisait même des pas qui correspondaient au style de danse. Donc, c'était peut-être pour ponctuer musicalement quelque chose. Pour mettre un petit peu plus d'accent sur... Voilà, exactement, pour mettre des accents. Par rapport à la musique. Absolument. La danse française est au départ bien sûr inspirée d'autres danses. Il y a des influences italiennes, des influences espagnoles, des influences anglaises, mais assez vite, c'est la danse française qui va prendre le dessus pour la raison de la diplomatie. Et c'est-à-dire que toutes les cours qui veulent avoir
comme on dirait aujourd'hui un certain standing, sont obligés de danser à la française. On constate que certains étrangers, à commencer par Bach notamment, n'a souvent pas beaucoup d'idées de ce qu'est le tempo d'une gavotte française ou d'un menuet français. Et on se rend compte que chez les étrangers, la danse, en termes de composition, est souvent un exercice de style. Mais en fait, il est impossible de danser sur des danses de Bach, de Handel ou de Vivaldi. Et c'est pour ça que souvent les danses françaises aujourd'hui nous paraissent un peu plus pauvres, un peu moins écrites, mais parce qu'en fait, elles ont souvent la vraie vocation à être dansées, ou même si c'est dans des pièces de clavecin, même si elles ne doivent pas être dansées, les compositeurs français savaient exactement quel était le tempo pour un menuet, un rigodon, une bourrée ou une gavotte. Et donc ils ne vont jamais écrire des choses trop compliquées qui ralentiraient la danse, ce qu'au contraire Bach fait tout le temps. Est-ce que les pas que l'on connaît aujourd'hui dans la danse classique, comme par exemple les jetés battus, les brisés, est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà tous ces pas ou à l'époque, ça se faisait vraiment d'une autre manière, complètement différente? Alors ça se faisait quand même un petit peu d'une autre manière. C'est vrai que la danse aujourd'hui a gagné en amplitude. À l'époque, c'est vrai qu'on levait moins les jambes. Pour les sauts, c'est pas sûr, puisqu'il y a justement une différence. Il ne faut pas confondre danse de bal et danse de théâtre. Au bal, clairement, non. On devait faire des pas mesurés. C'était même vu comme quelque chose de vulgaire de sauter. À la cour, dans les danses de bal, le menuet, par exemple, c'est un pas qui a l'air d'être glissé. On monte, c'est comme si on glissait sur un nuage. Oui. Mais en revanche, pour la scène, oui, il y avait déjà des pas battus. Et ça, c'est grâce à Raoul Augier-Feuillet qu'on les comprend, puisqu'il va créer ces tableaux où il va nous expliquer des différents pas. Et on a déjà le pas de bourrée. Voilà. Et dans les jetés, il y a déjà absolument les jetés battus. Oui, tout à fait. La particularité de la musique baroque française tient d'abord à une volonté politique. C'est que les rois de France, à commencer par Louis XIV, ont vraiment voulu instaurer un art national et ont donc créé des institutions typiques de la France, mais ont aussi demandé aux compositeurs d'imaginer véritablement un style national. C'est bien évidemment un acte politique de structurer son image, structurer sa pensée en tant que monarque et contrôler ce qu'on raconte d'une nation et ce qu'on veut en montrer par la volonté aussi de mener l'art dans une excellence. Pour Louis XIV, il est évident que le château de Versailles a besoin d'être magnifique pour éblouir toute l'Europe. C'est pas seulement le bâti architectural ou les jardins, c'est bien sûr la sonorisation du lieu. Et donc pour sonoriser son lieu, Louis XIV a à la fois besoin d'une musique particulière, mais également de musiciens particuliers. Et c'est pour ça qu'il va créer à la cour différents orchestres, dont le plus fameux est l'orchestre des 24 violons du roi. On peut connaître le goût de Couperin. Il dit « J'aime beaucoup mieux ce qui me touche que ce qui me surprend ». On a Delalande qui dit qu'un artiste qui a du bon goût, c'est un artiste qui sait échapper aux règles de son art, qui sait s'émanciper. When you walk, you can dance. Courante is a way of walking. Ta-da, tam, tam, ta-da-dum, ta-da-dum, ta-da. It could last for hours. Like Chaconne, Sarabande, Passacaille, Canary were more connected with characters that you want to embody. For example, this is a dance where you can play crazy, but this is for a specific character, like a drunk sailor. Le marin ivre! As musicians, when we look at a score, we can make assumptions about tempo, about phrase shapes, about the dynamics, about where the weight of the music is. But as soon as you work with a dancer or you experience the dance yourself, you may see that you've made kind of wrong assumptions. The weight may need to be more up or more down in different parts of the bar. Your tempo and your character may need to be different from how it appeared on just looking at the score.
You may take the information and choose to make different decisions, but it's really good to start from that point. À l'époque de Louis XIV, au début de son règne, les spectacles sont principalement des grands ballets de cour, avec donc des danseurs, quelques chanteurs et des musiciens qui interviennent dans des galeries, donc non pas sur une scène. Et on a également un peu plus tard les comédies-ballets, qui sont des pièces de théâtre avec des intermèdes musicaux chantés ou dansés, mais qui sont une toute petite partie du spectacle. Et puis, avec le temps, Louis XIV, aidé de son compositeur favori Jean-Baptiste Lully, va engager les compositeurs à inventer un opéra français un peu sur le modèle de ce qui est en Italie depuis presque 70 ans à l'époque, mais dans un style totalement différent. Et alors c'est Perrin et Cambert qui vont inventer ce premier opéra, puis tout de suite ça va être repris par Lully qui va vraiment magnifier ce geste créatif. Les opéras de Lully ont une fonction politique, mais clairement vont au-delà de simplement encenser le roi ou donner une allégorie de la puissance du roi. Le projet est vraiment de mêler complètement tous les arts et de créer en fait une synergie totalement française, puisque la danse, le chant, la musique et les machines sont tous imbriqués en un seul geste. Lully récupère des éléments préexistants, va les fondre en un seul. Et après quelques années, il va surpasser tout ce qui se faisait avant lui. La musique baroque française à l'opéra, on va au maximum de l'excellence de cet art-là. Dans la tragédie lyrique, dans l'opéra-ballet, on a vraiment poussé ça à l'extrême. Et ça, pour moi, c'est vraiment passionnant. Et puis aussi l'amour du texte, de comment dans ces opéras on raconte les histoires, comment on les a rendues de façon mélodique, comment on le chante. Ça, je trouve ça fascinant. Le principe de l'opéra, c'est qu'un compositeur a d'abord un texte. Tout comme quand il doit composer de la danse, un compositeur a d'abord le tempo de la danse, la carrure de la danse et le type de mouvement. Donc en fait, aujourd'hui, nous, on prend tout par le prisme de la musique. Pour nous, on prend la musique en numéro 1 et de la musique, on recompose une déclamation, une théâtralisation ou une chorégraphie. Mais en fait, à l'époque, c'est le mouvement inverse qui se fait. Et c'est intéressant, je trouve, d'imaginer que la musique est pour nous l'interface entre notre façon de voir les choses et la réalité de ce qu'il y avait à l'époque. Mais finalement, ce qui a survécu de manière le plus évidente, c'est la musique. Les parties dansées permettaient à la narration d'avancer. En fait, elles ont une fonction divertissante, ça c'est vrai, mais en plus de ça, souvent les danseurs sont des personnages à part entière qui font avancer l'action, la dramaturgie. Nous, en tant qu'interprètes, on a quand même le devoir d'aller se renseigner, s'informer, non pas de chercher à faire la vérité de ce qu'on est en train de faire, ça n'existe pas, pour moi c'est impossible. Mais on serait bien bête de ne pas lire les écrits d'une époque par curiosité. Après, au moment d'interpréter, c'est là qu'on peut avoir un choix qui peut être parfois anxiogène, d'ailleurs, chez certains artistes. En fait, pour moi, ce qui est important dans ce choix-là, c'est de savoir que c'est un choix. Cette histoire d'historiquement informé, pour moi, c'est essentiel et à la fois, quand on est sur la scène, ça doit être assez vite évacué. La danse baroque, elle appartient à tout le monde. C'est vraiment un patrimoine qui appartient au monde entier. Ce côté héritage culturel est important pour moi, mais c'est surtout un matériau chorégraphique qui est intéressant, qui mérite d'être remontré, d'être réutilisé par des chorégraphes contemporains pour faire des spectacles modernes, des spectacles qui touchent un public du XXIe siècle. On n'a pas besoin de code pour comprendre une musique, mais quand on est informé, c'est sûr qu'il y a des subtilités qu'on va capter qui vont nous plonger encore plus dans l'histoire de la musique, encore plus dans la compréhension des détails qui peuvent se passer sur un spectacle. Après, bien sûr, il y a une part d'intuition. Et là, ça dépasse les frontières. C'est-à-dire que c'est juste une histoire de est-ce que corporellement, j'arrive avec mon ressenti, mes émotions, à capter des choses d'une musique. Ça, je trouve que c'est vraiment juste une histoire d'humain.
Merci.